on a choisi le Requiem de Mozart parce qu'on avait envie de le chanter, enfin peu importe les raisons, mais que les chants d'au-delà, on les a pas vraiment choisis parce qu'on savait pas du tout à quoi s'attendre. Donc maintenant, il y a une démarche de savoir, c'est pas quelque chose qu'on a choisi, mais on doit passer par-dessus. On doit essayer de voir tout ce que ça peut apporter, au fait. Ce que ça peut apporter au Requiem aussi. Requiem de Mozart, c'est peut-être l'œuvre incontournable, le Requiem incontournable. Et il y a ce côté direct, tous les compositeurs sont confrontés avec leur propre mort, qu'ils entrevoient peut-être quand ils composent la musique. Mais Mozart, c'est vraiment la réalité du moment, étant donné que cette œuvre est restée inachevée. Donc ça prend une autre dimension. Et puis après, quelque part, c'est du fantasme. Comment est-ce qu'on ressent cette musique ? J'imagine que tout auditeur, tout chef d'orchestre, tout chanteur, tout soliste qui a chanté cette partition s'est imaginé cette musique par rapport à lui-même. Alors moi je trouve qu'on se trouve face à la mort avec une immense sérénité, avec une immense confiance aussi. Et je pense que ça, quelque part, ça nous aide à nous y préparer, quand bien même on n'est jamais prêt. Mais... Alors, dans l'œuvre de Mozart, le Requiem, évidemment, c'est la dernière œuvre. Alors, quand on dit dernière œuvre, eh bien, on se demande si c'est la meilleure, la quintessence, ou bien si c'est une œuvre inaboutie. Si c'est la dernière œuvre, évidemment, Mozart est en pleine possession de son génie. Il a travaillé d'arrache-pied cette dernière année.
Il a composé, il n'a jamais autant composé d'œuvres importantes. Il a composé un concerto pour clarinette, il a composé la Clémence de Titus, il a composé la Flûte enchantée, qui reste un monument. Il a composé encore quelques petites œuvres, et puis il se remet à ce requiem qu'il avait déjà esquissé, et puis il ne pourra pas y mettre un terme. Alors évidemment que dans ce contexte-là, il y a toute une légende qui va se faire, puisque la dernière œuvre de Mozart est un requiem qui est une messe des morts. Il se sent partir quand même, parce qu'en 3 semaines, il s'épuise et sa santé décline. Et c'est pour ça qu'il va dire, c'est mon requiem un petit peu, c'est pour moi que je le fais, mais que c'était une commande, tout le monde sait ça. Et que finalement, il y a tout ce côté un petit peu romantique de l'artiste face à son destin qu'il exprime dans cette messe de Requiem. Il faut bien aussi se rendre compte, c'est que les compositeurs vivaient relativement bien, mais l'idée de l'artiste libre, comme on imagine Beethoven, Liszt ou autre, eh bien cet artiste-là n'existait pas encore, ou bien d'une manière très marginale. Mozart, lui, est un des premiers à vouloir, disons, trouver sa voie d'une manière indépendante. Et peut-être que la société n'était pas tout à fait prête pour accueillir Mozart, surtout que peut-être dans son caractère, eh bien, il n'avait pas, disons, le moule, le profil qu'il fallait. L'idée, c'était vraiment d'avoir une unité philosophique, thématique, pour... alors ça, c'est un petit côté de ma personnalité, de dire on va pas refaire un Xème Requiem de Mozart. Il fallait, à mon avis, que ça aille plus loin. Alors ce qui me plaisait dans ce projet, c'est que... Enfin, d'abord, c'était donner carte blanche à Jean-Claude, bien sûr, avec ce thème de la mort. Et puis, alors, ce qui m'a séduit quand on en a parlé avec lui, c'est que j'arrivais à sentir un univers immense. On va faire un voyage, on va percevoir des choses que lui a ressenties, et puis il va nous les transmettre, et on va faire un voyage qui est un peu le sien. Il va nous suggérer une partie, il va nous livrer une partie de sa personnalité, et puis ça va nous permettre d'avancer, nous, auditeurs, ou nous, choristes, ou interprètes. On va faire un bout de chemin avec lui, et puis il en restera des choses, certainement. Quoi? On n'en sait rien. C'était très vague en fait. Il m'a demandé si j'étais d'accord d'écrire quelque chose pour le chœur des gymnases, mais une pièce d'une dizaine de minutes à peu près.
Au début, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Aucune idée. Et puis, je n'arrive pas bien à savoir comment c'est sorti. C'est très lié quand même au conflit réel, alors que dans lequel je suis plongé par la force des choses dans mon établissement scolaire. Et j'ai l'impression que ça fait longtemps que je réfléchis, peut-être comme objecteur de conscience justement, ça fait longtemps que je réfléchis sur la manière dont on peut gérer un conflit. Qu'est-ce qui fait, par exemple, mais ça, c'est du freudisme élémentaire, mais qu'est-ce qui fait qu'on a cette difficulté à inclure la position tierce? Qu'est-ce qui fait qu'on est soit dans une position de fusion avec l'autre, soit dans une position de rejet? Et puis, le moment où j'ai commencé à l'écrire, puisque j'ai fait ça aussi en parallèle avec ma cantate franciscaine, j'étais plongé dans un conflit. Je suis dans un endroit de travail où il y a un conflit majeur. Et j'ai l'impression que peu à peu, je dirais pas que ça m'a inspiré, parce que ça donne l'impression à ce moment-là que je serais très distant, puis que je regarderais un peu, j'observerais, mais j'ai l'impression que c'était ma manière à moi de dire ou de réagir face à une situation conflictuelle. Et ça rejoint dans des idées que j'ai depuis longtemps sur ce que pourrait être la fonction de l'onirisme. Et de voir un peu s'il peut y avoir une fonction onirique qui présenterait en quelque sorte des tierces voies. Et souvent, quand on est dans des situations conflictuelles, soit alors à titre personnel, de toute façon, quand on a une démarche artistique, on est continuellement dans des situations conflictuelles, on est bloqué. Moi, j'ai remarqué depuis très longtemps que c'était parfois à travers le rêve que se profilaient des clés de résolution. Et c'est la première fois que je me trouvais placé dans un conflit aussi conséquent, puisque ça englobe presque une centaine de personnes, et de voir que la fonction onirique continuait, quant à moi, à me présenter des issues possibles. Et c'est devenu peu à peu une espèce de parallélisme. Il y a un phénomène qui relève peut-être du délire, qui fait qu'on se perçoit, dans certains cas, comme hors de son corps. C'est quelque chose qui est extrêmement chargé d'énergie, si je peux utiliser ce mot. C'est une énergie qui se ressent très profondément dans la poitrine, qui donne l'impression, pour ma part en tout cas, qui m'a donné l'impression d'être pratiquement plaqué au sol, comme si j'étais dans un avion qui décollait, avec un sentiment extrêmement puissant de sortir de mon corps, de prendre conscience que j'avais un espèce de deuxième corps, et ce deuxième corps qui commence à voyager dans un espace qui est parallèle au nôtre, mais qui est un espace chargé d'images, chargé de sons aussi d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant du point de vue d'un compositeur. Cette expérience-là est je crois, au-delà de ce que l'on décrit généralement comme phénomène onirique. Et je pense que c'est des phénomènes qui, quant à la manière dont ils sont vécus, se rapprochent des expériences curieuses que rapportent des gens qui ont été tout proches de la mort, soit de mort clinique, soit lors d'accidents violents, et qui racontent être sortis de leur corps, pour certains avoir même été proches d'une lumière, avoir vu une lumière, avoir vu leur vie défiler, revenir. Je m'abstiens, disons, je n'ai pas de jugement définitif sur ces phénomènes. Il se trouve que je les ai éprouvés, pas le near-death experience, parce que je n'ai jamais été dans un état cliniquement proche de la mort, mais ces expériences de sortie de corps, alors j'en ai eu beaucoup, mais je pense que jusqu'à présent, je me suis beaucoup abstenu de parler de ces sujets, ça depuis quelques années, parce que ce regard toujours qu'on lit dans les autres, cet effet miroir de dire oui, t'es gentil, mais t'es un peu dingue, t'es un peu si. Il y a un moment, je pense qu'il vaut mieux de se taire. Et là, je pense que, ça je l'ai lu dans la biographie de Jung, il y a un moment où il faut savoir renoncer à ce qui pourrait être un plan de carrière pour suivre ce que l'on sent être sa vocation. Mais je pense que Jung ne devait pas tellement faire le mondain dans ces moments de sa vie où il ne savait plus où il en était et où il était bien content d'être père de famille, il était bien content d'être
d'être médecin psychiatre, d'avoir ses patients, parce que simplement ça lui rappelait tous les jours qu'il était quelqu'un d'ordinaire et de normal, et pas quelqu'un qui planait dans des espaces où on peut se perdre quand même. Il y a un danger réel, je pense, à ces expériences, ça je le sais. Vincent, tu fermes la porte, s'il te plaît. On y va, Ostia. On a eu des nuances magnifiques nuances. Alors on n'est pas là pour tout défaire, au contraire, vous allez ciseler ces nuances. Maintenant vous avez une palette qui est toujours plus large. Utilisez toutes les couleurs. 1, 2, 3. 2, 3. Avec un loud. Calme. Et un grand forté. Et le même forté. Mais je crois que quand Olivier m'a demandé de faire quelque chose, oui, au début, dans son idée, c'était de faire quelque chose qui soit complémentaire au Requiem de Mozart, pour le concert. Et puis moi, j'avais ce genre de projet depuis longtemps. Parce que c'est toujours comme ça, j'ai jamais fait quelque chose comme ça sur le moment. En général, ça fait ressortir des idées que je macère depuis très longtemps, puis tout d'un coup, l'opportunité est là de faire sortir. Et puis c'est comme ça que c'est devenu ces chants de l'au-delà. Donc il y a un mélange de plusieurs choses, mais j'arriverai difficilement à refaire tout le cheminement. Il y a des choses très irrationnelles aussi. Et je pense, par exemple, pour les chants de l'au-delà, il y a eu des moments, je pense, l'été passé, par exemple. Je me souviens une fois, j'étais à la piscine. Ça a l'air de rien, parce que j'étais avec les enfants en train de jouer. Et à un moment donné, j'ai dû partir, et j'ai été dans la cabine d'essayage, j'étais pleuré. Parce que j'avais des espèces d'émotions, des bouffées qui venaient. J'entendais le début du De Profundis, avec ce sentiment très profond que c'était les morts qui demandaient justice, et ça se mélangeait avec Auschwitz, donc j'étais dans du grand délire, enfin, juste pas enfermé, mais c'était très fort. Et c'est ce genre de choses qui déclenchent ensuite un processus secondaire de réflexion, on commence à maîtriser ce type d'émotions, parce que je pense qu'il faut avoir un contact avec ces émotions primaires, qui sont extrêmement violentes souvent, puis qui sont une espèce de torrent qui tout d'un coup emporte tout. Si on n'est pas en contact avec ça, alors il ne faut pas se mêler de faire de la création, ça ne sert à rien. Mais en même temps, si on n'arrive pas ensuite à prendre une distance par rapport à ces émotions brutes, alors on relève plutôt, me semble-t-il, de la pathologie. Ah, c'est marrant parce qu'il y a une... Et toi, tu regardes cœur, puis tu me dis, oh là... Non, c'est bon, j'ai un petit peu de
ridicule. Mais tu vois, maintenant, si tu regardes qu'ici, ouais, tu te diras, mais ils restent un peu au même niveau. Oui, même si tu entends la progression de l'orchestre, tu as vraiment une attente. Tu as vraiment des profondis, c'est vraiment on aurait envie de se débarrasser de cette tension, mais il y a encore un moment avant que ça parte. C'est en fait les solistes qui ont pris le relais de ce que vous faites, puis peu à peu l'orchestre a disparu, il ne reste plus que les cordes, avec les sourdines. Puis t'as les solistes. Une espèce de petit machin complètement qui part vers le haut, qui disparaît. Puis là où tu me disais tout à l'heure, tu vois, tu entends encore derrière, tu n'êtes pas encore seul. Par contre là vous êtes seul. Vous terminez, puis vous recommencez. Toi tu diriges, puis tu continues à diriger, puis il n'y a plus rien. Et tu continues à diriger. Puis en fait tu peux diriger au-delà de ça. Puis à un moment, tu sentiras l'ambiance, c'est à toi tout d'un coup de décider, voilà, maintenant c'est parti, donc c'est fini. La première fois c'était assez choquant. Il y a beaucoup de filles qui se sont plaintes d'avoir mal à la tête, c'était très spécial. Puis ouais, il y a beaucoup de gens qui se sont directement fermés en fait à la musique de Bossel, puis jusqu'au bout en fait. Puis il y en a d'autres qui ont quand même réussi à faire le pas, puis à gentiment commencer à apprécier, mais je crois qu'au départ, la majorité des avis étaient négatifs. Au départ, personne n'aimait, parmi les personnes que je connais. Puis après, petit à petit, il y a une personne, ah ouais, j'aime bien, ça c'est un bout que j'aime bien. Ouais, ça aussi, puis après, ça venait de plus en plus grand. Mais au départ, la réticence était vraiment très grande. On était assez... On n'aimait pas tellement parce qu'on ne se rendait pas compte, puisqu'on n'avait pas la musique avec, on ne se rendait pas compte que souvent c'est surtout de l'accompagnement. Tandis que dans le Mozart, c'est vraiment du chant, quoi. Mais dans l'œuvre de Bossel, c'est plutôt... Il y a plus de passages d'accompagnement. Donc les premières répétitions, on se disait, ouais, c'est pas terrible son truc. Je pense qu'il y a tout de suite un intérêt quand même. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, je sais pas, mais... En tout cas, moi, il me semblait que j'ai tout de suite trouvé que c'était... Ouais, on voyait bien, comme M. Bossel nous présentait la chose, qu'il y a de la réflexion là derrière, et puis que ça allait être quelque chose d'intéressant. Forcément, après, voir sur le moment, quand on commençait à le chanter, c'était pas... Je pense qu'on n'était pas très convaincus. En tout cas, moi, je l'étais pas vraiment, mais... Je pense que j'avais quand même assez confiance dans le fait que quand on le saurait bien, puis qu'on réussirait à le chanter comme lui avait prévu que ce soit, ça pourrait donner quelque chose de bien. Moi j'avais plutôt peur, surtout vers la fin, qu'on soit pas... Enfin, je trouve qu'il y avait beaucoup de distractions comme ça, c'était difficile de se concentrer longtemps pour la plupart comme ça. Et puis j'avais peur que ça se passe pas, qu'on réussisse pas à suivre les intentions de M. Bossel, que ça donne pas... Parce qu'il avait mis certains accents à certains moments, des crescendo, des choses comme assez spéciales à faire, comme les cris et tout. Puis les gens qui riaient au milieu, je me disais que ça risquait de rester comme ça vraiment pour le concert. Et après, ça doit s'arrêter sur quoi? Ré, mi, fa, sol, la. Es eignet sich, es zeigt sich an. C'est extrait du deuxième Faust de Goethe. Et il y a une superposition que Jean-Claude aura aussi eu loisir d'expliquer, hein, c'est pas là pour rien. Alors nous on va dire comme ça avec ce rythme. Es eignet sich, es zeigt sich an. Alors il faut, autant c'est piano, autant c'est percussif. C'est quelque chose de très raide. Es eignet sich, très nerveux. 1, 2, et es eignet sich, es zeigt sich an. Alors les cheux de la charrue, vous laissez ça là où il faut. Hein. C'est les... Comme ça, c'est un coup de lame. Hein. Ça. Es eignet sich, sich, sich. Très très. On y va. 2 et es eignet sich,
Non, si, 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 ça court. Et es, eine, sie, es, sei, sie, an, es. Warnt. Alors regardez, un effet de crescendo. Warnt. Et le T, on va le faire ensemble sur le ton. Oh, pardon. Il y a des moments, il me semble que si on a un tout petit peu de métier, même un petit métier, on peut écrire des choses, mais ça ne vient pas du dedans. Il y a un côté faiseur, on fait, on sait que ça va marcher, ça devient des trucs. Et puis il y a des moments, alors moi j'aime beaucoup ces états-là quand ça marche, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de cataclysme à l'intérieur, c'est totalement irrationnel, et c'est quelque chose de très, très, très prenant, c'est obsédant, le monde s'arrête, il n'y a plus que ça qui compte. Alors évidemment, au bout de chaîne, ça reste technique. Il faut bien à un moment donné traduire ça dans un langage puis dans une partition. Mais la source est quelque chose de très profond. Alors je ne sais pas si c'est affectif, si c'est émotionnel, si c'est, comme on dit des fois, dans le vécu quelque part. Enfin, chacun a son vocabulaire. Mais c'est quelque chose j'ai l'impression que je ne maîtrise pas. C'est comme si c'était des portes qui s'ouvraient, des portes intérieures qui s'ouvrent sur quelque chose de moi-même ou peut-être quelque chose qui me dépasse moi-même, auquel j'ai accès comme ça de manière fulgurante, par moment. Et j'ai l'impression d'être porté pour le faire. Il y a quand même une inquiétude par rapport à justement cette dimension-là. Je crois que c'est des angoisses très très profondes, et puis il y a des raisons culturelles, il y a des raisons religieuses. On vit quand même dans un cadre religieux, qu'on le veuille ou non, qui est hérité directement de celui que l'Église a plus ou moins imposé. Et puis on sait aussi que ces phénomènes sont la porte ouverte à la folie. Donc quand on vit ces phénomènes, quelle est la différence fondamentale entre quelqu'un qui vit ces phénomènes, qui vit avec et qui prétend être tout à fait normal, ceci dit, quelle est la différence entre quelqu'un comme ça et quelqu'un qui en est victime? Moi, ça m'arrive d'entendre des voix, dans des rêves, en particulier, j'en utilise j'utilise un de ces rêves dans un des chants de l'au-delà. C'est quoi? C'est de la schizophrénie? C'est du délire? C'est quoi? Alors ça dépend du langage. Je pense que ça dépend ce qu'on en fait. Et intégrer différentes zones d'ombre, finalement, des zones très inconnues, je pense que c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande des années, qui demande beaucoup de réflexion. On voit suffisamment de gens, et on le sait, et on peut le lire, on sait qu'il y a des poètes qu'on finit de manière tragique, on sait qu'il y a des gens qui sont suicidés. Il faut faire attention à ce à quoi on touche. Et j'y suis d'autant plus sensible que, faisant cette composition comme dans le cadre d'un chœur d'étudiants, je tiens aussi à mettre bien une distance. Ces choses-là existent, oui, ces phénomènes existent, mais je n'irai pas recommander à travers cette composition. Oui, alors laissez-vous aller maintenant. Il y a certains dangers. Je pense qu'il y a des gens fragiles peuvent y laisser leur santé. Ah oui.
même image, un peu plus petite. À nouveau 2 aigles de métal noir, les ailes déployées. L'un à l'endroit et l'autre à l'envers, comme sur la rosace. Mais cette fois, sur le cadran d'une horloge, d'un vieux morbier, là, dans une alcôve. Maintenant, l'église est vide, entièrement vide. Il n'y a pas de chaise, rien. Seulement de la poussière, des grandes dalles grises et le silence des pierres. Et moi, je suis là, tout seul. Ouais, je pense que sur le moment, quand on chante, on sent quelque chose d'enveloppant comme ça, un spirituel qui se fait même si on n'a pas une foi en Dieu spéciale. Ouais, spéciale. Bon, je suis légèrement croyant. Bon, la messe, bon, étant protestant, c'est pas... ça me concerne pas, mais sinon, je sais pas, il y a un enfer, un paradis, l'enfer, bon, j'y crois pas, mais le paradis, oui. On peut dire que oui. On en parle, disons, directement assez peu. C'est plus de l'ordre de ce que je ressens ou peut-être une phrase d'un élève. Je crois que ça titille le fait qu'on chante un texte qui soit le texte du Requiem. Donc, ils se posent des questions ou ils vont aussi ressentir cette mort qu'ils connaissent un peu ou qu'ils connaissent beaucoup. Et la musique, quelque part, les amène aux portes de la mort. Moi, j'imagine qu'on le veuille ou non, on est entraîné comme ça dans cet imaginaire. Hein. On est de toute façon dans l'imaginaire et on se trouve comme ça aux portes, face à la mort. Et la musique nous donne des éléments de réponse. Maintenant, chacun les ressent. Moi, je pense qu'à l'âge des gymnasiens, j'étais relativement peu intéressé par ce genre de choses-là. Je découvrais la musique classique, certes, mais de là à aller chanter dans le chœur, c'était encore trop vite. Je m'y suis mis sitôt après, avec des grandes œuvres tout de suite. Et c'est là qu'on se rend compte que, qu'on soit croyant ou non, on
on chante des choses avec d'autres choristes qui sont eux aussi croyants ou non, mais on les chante. Donc la musique nous fait dire des choses qu'on ne dirait peut-être pas forcément, des mots qu'on ne prononcerait pas forcément. En ce qui me concerne, c'est la musique qui m'a amené une certaine spiritualité, une certaine vision de certaines choses. Par le biais de la musique, on retransmet peut-être ce qu'on a ressenti à d'autres. On est un peu un maillon d'une chaîne. Chaque requiem ou chaque épreuve, disons, de ce type, nous renvoie à notre propre état, à notre propre destin. Et l'art va, disons, nous porter et nous permettre d'approfondir notre attitude vis-à-vis du fait, vis-à-vis de la mort ici. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que il y a une sorte d'emphase sur la séquence qui parle du jugement dernier, qui parle du jour de colère, que le dernier jour où le Sauveur reviendra pour juger les vivants et les morts, et puis la pétoche du croyant qui dit que j'espère que je serai épargné par la malédiction. Alors là, évidemment, il y a un côté théâtral. Et je me demande si Mozart, comme d'autres compositeurs, n'ont pas été, disons, conscients de cette théâtralité, ils ont voulu justement la marquer pour que l'auditeur en soit frappé jusqu'au fond. Et finalement, c'est peut-être le côté théâtre de Mozart qui ressort là. Il a tellement réussi, disons, à nous mettre dans la situation avec son œuvre que par extrapolation, eh bien, on dit voilà, c'est Mozart qui était pris aux tripes au moment où il composait, il pleurait quand il essayait de chanter son Lacrimosa, etc., et de faire coïncider ça d'une manière aussi dramatique et théâtrale. Mais finalement, Mozart est un excellent metteur en scène. Il arrive très bien à susciter l'émotion chez les autres, mais ce n'est pas nécessaire qu'au moment même, lui, disons, soit aussi ému que ça. Cette composition à chaud, au fil, disons, de l'inspiration, traduisant au moment même les états d'âme, comme ça, comme un sismographe des émotions, ça c'est une notion qui est dans le discours romantique.
si je me souviens, il y a une chose dont je me souviens parfaitement, c'est qu'à la fin du rêve, ce thème que m'offrait ma mère, j'entendais ce motif-là, mais il était complètement orchestré. Il me semble que le rêve, c'est un peu comme une expérience. Je comparerais ça à une expérience dans la réalité concrète de tous les jours. Quand on vit une expérience, on peut s'en souvenir jusqu'à la fin de ses jours. On a une fois, on était se promener au bord du lac, il nous est arrivé quelque chose, je sais pas, on a vu un signe. Bien sûr qu'on va l'oublier, puis ça peut revenir. Mais je pense que quand on a accès au monde onirique, au monde du rêve, avec ces contenus étranges qui nous apparaissent, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'images, parfois avec des sons, je pense que c'est un petit peu comme si on avait visité des mondes. Et là où la démarche, disons une certaine démarche psychanalytique, personnellement ne m'intéresse pas, c'est que j'ai l'impression qu'un rêve en soi n'est rien. C'est une cascade de rêves qui est intéressante. C'est-à-dire c'est tout ce que l'on a vu en rêve qui donne peu à peu une coloration, peut-être au vécu normal. Ce que je trouve intéressant dans la démarche jungienne, et que j'utilise un petit peu avec Didier, c'est que je lui parle de quelques rêves. Ils m'ont fait un tableau, mais dans ce tableau, il y a déjà mêlé quelque chose qui vient de lui. C'est un peu comme si je lui avais raconté un voyage que j'ai fait dans un pays. Il y va aussi, mais il me raconte autre chose, parce que lui, il a vu d'autres choses. Puis après, on va en parler à d'autres copains qui nous parleront autre chose. Et j'ai l'impression que cette idée d'un monde qui est parallèle, qui est un monde onirique dans lequel on a à la fois des choses qu'on peut échanger, mais qui sont fondamentalement pas les mêmes souvenirs, et ben je pense que de dire, tu sais, j'ai vu ça dans un rêve, de savoir qu'en parlant à Didier, je parle à quelqu'un qui connaît assez bien ce monde parallèle, je crois qu'il est aussi un peu habité de ces images oniriques, ce ne sont pas les mêmes que les miennes, mais il y a une forme de partage que j'aime bien. Oui. Qu'un jour j'en ferai quelque chose. Et puis comme tout ça, toute cette pièce tourne autour du rêve, j'ai ressorti toutes ces choses-là, en particulier ça, mais il y a d'autres choses. Oui, j'avais envie, on a fait déjà une ou deux choses ensemble avec Didier, j'avais envie qu'il soit intégré à ce projet des Chants de l'au-delà, puisque je sais que lui-même travaille beaucoup sur le rêve, et puis on verra bien ce que ça donne. C'est juste c'est pas très fort. Non, mais ça vient. Il y a déjà eu un changement. Ouais, il y a déjà eu un changement. Faire quelques rythmes de base. Et après, la respiration. Sans des dièse. C'est pas simplement le rêve, c'est ce que pour certaines sociétés dites primitives ou dites traditionnelles, comme par exemple la société des aborigènes, c'est un monde parallèle au monde diurne. Et si on prend les aborigènes d'Australie, pour eux, le monde parallèle est le monde premier. C'est le monde. Ce que nous vivons, nous, dans le quotidien, ce sont des modes de vie qui se font dans les traces de ce monde parallèle. Et tous les conflits, par exemple, se règlent en termes de traces. C'est-à-dire que si on est, par exemple, deux à avoir des prétentions sur une source, par exemple, ou sur un arbre,
ou sur des arbres fruitiers, ou des choses comme ça. C'est à travers les rêves que nous ferons, que nous allons communiquer, que nous pourrons convaincre si oui ou non nous sommes liés à cette source au point que nous en sommes le gardien. Et il y a toute une image du monde qui se développe. Alors ça fait référence à des recherches anthropologiques même récentes. Il y a une anthropologue qui a publié dans le cadre de l'UNESCO il y a quelques mois, ça vient de sortir, un magnifique CD-ROM où on peut suivre des traces de rêves, des itinéraires de rêves, justement des itinéraires du fameux dreaming, et de voir comment est-ce que ces gens construisent leur univers social, construisent leurs relations, mais toujours avec la présence de l'univers onirique, qui n'a rien à voir avec l'univers onirique tel que nous le percevons nous-mêmes ici. On n'aurait pas tellement l'idée de se considérer en relation de parenté en fonction aussi de la dimension onirique. We got the body cross-hatching and the different elements, the dot and the cross-hatching. Their eyes are like this and they're listening all the time and they take all that information in there. Because I work with kids from all over the world. I work in special school, intellectually disabled kids, non-English speaking children. And they don't have to understand what you're saying. They look and they understand. And when they hear the didge playing, you know, so it's all different. It's a new language. Aboriginal art, Aboriginal culture. It's a language within itself. Within our culture, a lot of our people, you know, passing away that's the cycle of life. You know, we all live, we all die. But within speaking for Indigenous communities, it's a very, very strong connection there. Life, death, the creation stories, the dreaming, the dream time in general, everything in general. When we speak of the dream time, I'm speaking for everything that's within that dream time, the culture, everything that's living, breathing, spiritual, all these connections, that's the dream time. The language, the dance, the songs, the stories, everything, which makes up, which fits into each other perfectly, you know, perfect. So the handing down of certain stories and dreamings and creating images in your interpretation through your own life experiences as an Aboriginal person, you do preserve certain elements within the artwork that is reflecting who you are and where you're from, and at the same time respecting your family, your grandmother, your grandfather, your father. So that's a very important, that's where identity comes into it again. Identity and respect, the two main words, I think. Alors là, on est le 20 avril 2001. Le 20 avril, la veille pratiquement de la reprise après les vacances de Pâques. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? La semaine de la rentrée, nous avons 3 jours de séminaire à Waumarcu. Et ça démarre, c'est ça qui est marrant, ça démarre le jeudi 26 avril. Le 26 avril, on se réunit tous les gymnasiens.
sont là à vous marquer. On a 3 jours où on fait que ça, on n'a rien d'autre à penser. On va être complètement immergé là-dedans. Et il s'avère que le 26 mai, pile poil 1 mois après, tout est fini. Donc, c'est maintenant le mois clé où tout se joue. Alors ça, c'est à la fois, quand on en parle, on a des mains moites et on se dit c'est de la folie pure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est, on est pris dans un tourbillon, c'est vrai. Pendant 1 mois, on va penser qu'à ça, on va être là-dedans à fond. Mais j'entends, on va faire au mieux. Il va se passer ce qui se passera. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir qui vont se passer. Bien sûr, c'est des grosses échéances. On n'a pas droit à l'erreur. Il ne faut pas se louper. On est en public. Il y a un CD, etc. Mais on ne fait pas ça pour le CD, parce qu'il y a le petit souvenir au bout. Il faut laisser une trace impérissable dans notre existence. On ne le fait pas pour ça. On le fait parce que c'est une démarche qui nous fait partir de zéro et puis nous fait arriver à un certain endroit. Je ne dis pas un niveau, mais à un certain endroit, de vivre un nombre de choses extraordinaires, dans le sens hors de l'ordinaire, puisque pendant 1 mois, on aura quelques pieds dans la réalité, mais un autre pied complètement ailleurs. Et puis ce qu'il en reste, c'est... Après, on regarde derrière, oui, 6 concerts, qu'est-ce qu'il en reste? C'est toujours des moments merveilleux. Et puis, qu'est-ce qui est le plus intéressant, c'est de se retourner vers l'avenir, puis dire, mais qu'est-ce qu'on fera après ce requiem de Mozart et les chants de l'au-delà? C'était pas des amis choisis par Montaigne la poésie. Sur le monde, c'est appelé fort les copains là-bas. C'était pas des gens non plus. Et mon Gilles, il l'avait parlé. Mais il s'aimait tout voile dehors, tout voile dehors. Jean-Pierre Ballet compagnie, c'était leur seule litanie. Lequel leur confiteor, au copain là-bas. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le cœur. C'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, on leur faisait des SOS. On aurait dit que c'est ma faute, les copains là-bas. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de là-bas. Quand l'un d'entre eux manquait là-bas, c'est qu'il était mort. Oui, mais les rêves ne comptent jamais. Bon, moi, la première fois où on a chanté le Lacrimosa, bon, moi, c'était avant qu'on commence, c'était à peu près... Enfin, pour moi, le Requiem, c'était ça, en fait. C'était ça que je connaissais vraiment. Et puis, je savais, enfin, moi, j'ai un CD à la maison, je veux dire, si j'écoute ça, quoi que je fasse, au moment où il y a le Lacrimosa, je veux dire, je m'arrête, puis je suis paralysée. Et puis, j'attends que ça passe, puis après, je peux continuer à faire ce que je faisais. Mais c'est vraiment, ça me prend, quoi, vraiment. Alors bon, je redoutais un peu quand on a entendu, je me suis dit bon, je vais avoir quoi comme réaction. Et c'est vrai que quand on l'a fait cet après-midi, mais même les autres fois, j'avais carrément très franchement les larmes aux yeux, puis il fallait que je me concentre pour réussir à continuer à jouer, parce que ouais, c'est comme si
Tout d'un coup, je me rends compte à quel point c'est beau et puis, ouais, vraiment, ça me prend aux tripes. Qu'on croit qu'il y a un Dieu ou qu'il n'y en a pas, c'est quelque chose on se demande ce qu'il y a après. Et cette musique, moi je trouve beau de penser qu'en fait c'est une espèce de prière et que même si on n'y croit pas forcément, ça nous interpelle dans le sens de savoir vers quoi on tend en fait. Je disais pas forcément pas les émotions, ça c'est clair que il y a énormément d'émotions, mais je disais par rapport au fait de chanter une prière pour ceux qui sont décédés, puis qui c'est pour notre propre mort aussi, je pense. Et ce qui est fou, c'est que ça nous touche parce qu'on peut s'identifier. Je crois que c'est là aussi un des points essentiels. On peut se dire, tiens, mais moi je ressens quelque chose, je ressens la tristesse, j'ai envie de pleurer. Puis après, on est musicien, on est interprète, donc on prend un peu de distance, on est froid. Puis moi, dès que je me laisse aller, je sais que c'est un danger. Parce que d'une part, vous allez le ressentir, peut-être si je me laisse aller, c'est bien, mais c'est toujours un double tranchant, il ne faut pas se louper à l'entrée suivante. On pourrait se dire, c'est beau que, au moment où la mort arrive, il faudrait être plein d'espérance. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je sais pas, en tout cas, l'angoisse n'est jamais très loin, j'ai l'impression. Il y a à la fois l'angoisse de la vie, d'une vie bonne à mener de telle manière qu'on ne se retrouve pas dans un lieu de souffrance éternelle, et en même temps aussi l'angoisse de porter les morts jusque plus loin que leur vie biologique, puisqu'il s'agit par le requiem d'agir sur leur destin au purgatoire notamment, c'est-à-dire de pouvoir leur assurer un meilleur sort dans un monde qui n'est pas le nôtre. Et cette représentation, elle est aussi typique d'une certaine époque, d'une certaine théologie, d'une certaine représentation du monde et des relations à Dieu. Et cette conception, eh bien, c'en est une parmi d'autres. Par exemple, Jésus qui dit « Laissez les morts, enterrez les morts et suivez-moi ». Donc déjà là, il y a une réflexion, un certain nombre de paroles fortes qui engagent sur une voie qui n'est pas forcément celle du requiem. Donc le requiem, que ce soit celui de Mozart ou celui de la liturgie, c'est une manière d'être en relation ou de penser et de vivre la mort. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres chemins. C'est pour ça que moi je m'étonne au fond que personne n'ait encore dit mais ce texte, je suis scandalisé de chanter des textes aussi terribles, Dies irae, de voir cette majesté divine terrifiante, pire encore que la cour du pire des rois absolutistes. Voilà, c'est pas une pensée qui vous a traversé en lisant ces textes, en disant mais quelle terreur il devait y avoir en même temps, quelle crainte, en même temps la supplication d'un sort favorable et en même temps la représentation d'un Dieu juge terrible qu'il faudrait amadouer par ses prières et une belle musique. Moi je pense que c'est plus indissociable que le texte. Parce que le texte, peut-être que si on ne le comprend pas, on ne saisit pas tout ce qu'on dit, même si peut-être qu'en lisant, on ne saisit pas ce qu'on dit. Mais les sentiments qui vont avec cette musique, par exemple dans le Dies irae, c'est très... on sent quand même cette colère. C'est dans un contexte qui nous fait penser à ces sentiments. Je ne sais pas si on cause vraiment du requiem de Mozart ou si on ne fait que causer de soi-même, finalement, de ses propres représentations. Bien sûr qu'on échange certaines choses, mais on parle en définitive beaucoup de soi-même. Alors, comme compositeur, je peux dire ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu. Mozart, parce qu'on peut se baser sur certains textes. Est-ce que vraiment ce requiem de Mozart, sans vouloir entrer dans des polémiques qui sont peut-être même pas résolues pour certaines, mais ça fait quand même bien de pouvoir dire que Mozart est mort presque en odeur de sainteté. C'est bien pensant. Et c'est beaucoup moins bien pensant de se dire que Mozart, finalement, une commande de 200 ducats pour un pauvre type qui est plein de dettes, c'est pas à négliger.
Mais de se rendre compte que peut-être que sa préoccupation à lui, c'était la flûte enchantée, c'était d'autres choses qui ne sont pas des valeurs très bien pensantes pour cette époque, puisque ce sont les valeurs qui sont liées à la Révolution française, enfin, il y a toute une histoire là derrière. Il faut savoir que Mozart, on l'a laissé crever. Franchement, on l'a laissé crever. Et il y a même des gens qui pensent aujourd'hui que c'est extraordinaire qu'il ait pu, par exemple, écrire la symphonie de Jupiter. C'est le bout de la démarche de Mozart. Si on l'avait pas laissé crever, il en aurait peut-être fait encore 20. Et des requiem, je crois qu'il pouvait nous en pondre un tous les 2 mois, comme ça, sans problème. Parce que derrière ça, il y a quelqu'un qui est exceptionnel, qui est Mozart. Mais je crois qu'on peut changer les paroles, on peut faire autre chose. Ça reste cette espèce de phénomène, et pas le petit singe savant, mais ce phénomène qui est devenu le Mozart adulte. Mais on l'a laissé crever. Toujours un cran de plus, hein. Une fois. 3. 1. Ah, Elohim. En tout cas là, je suis contente des 3 jours qu'on a fait parce que ça nous a fait voir beaucoup de progrès en fait. On sait encore pas tout à fait, mais bon, on y sera bientôt. Mais je veux dire, il manque encore un petit bout, mais on a fait pas mal. Puis c'est vrai que ça nous permet de mieux comprendre. Il y a encore maintenant des réactions. Bon, on prend les choses là. Oh non! Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez drôle l'autre jour quand il y a eu une vingtaine de non! Ça, c'est un mécanisme de défense, parce qu'on dit, bon, je ne vais pas passer mon temps à aller vers un endroit que je n'arrive pas du tout à imaginer. Donc, des angoisses qui sont ça, on refoule ça. Mais ce qui est génial, c'est qu'on participe à un processus de création complet. Quand on a reçu la partition des Changeaux de l'art, je me suis dit, ah, bon, cette fois, je vais me mettre bien dans mon canapé tranquille et je vais étudier ça pour essayer de comprendre, parce que bon, ben voilà, moi, si je comprends pas, si j'intellectualise pas, je sais que c'est un de mes défauts, mais
j'arrive pas à me donner, quoi. J'ai besoin de comprendre ce que je fais, autrement moi, ça me fait péter les plombs. C'est une œuvre qui au fond nous interpelle, mais au lieu de parler en notre nom, il provoque en quelque sorte. Mais ici, il le fait avec des moyens qui sont peut-être à la fois pré-musicaux, puisqu'il y a des limitations du vent, il y a des cris, quelque chose qui n'est pas encore dans le style orné en quelque sorte. Et probablement, ce que vise Jean-Claude, c'est précisément les racines en quelque sorte de la naissance même de l'émotion. Je dirais que autant la démarche de Mozart, manipulateur ou pas, habile compositeur, habile peut-être psychologue de l'âme humaine, ça, sans doute toutes ces définitions ou étiquettes qu'on peut appliquer à Mozart sont justes, mais je pense que la démarche de Jean-Claude est en quelque sorte la même. Finalement, c'est la démarche de tout compositeur, c'est aller éveiller, aller susciter en quelque sorte des émotions, des réminiscences peut-être chez l'auditeur. Moi, je trouve que c'est une œuvre où on visite différents lieux, différents sentiments aussi, que ça part très, dans les De Profundis, c'est très... Ouais, moi je trouve que ça repeint assez bien un endroit où on se sent pas très bien, et après les différents chants, on arrive à trouver un peu, moi je revois tout à fait l'affiche qui est, elle va très très bien avec ces chants en tout cas. Personnellement, je trouve que c'est vraiment un peu la démarche qu'on fait. C'est vrai qu'il m'est venu pratiquement assez vite à l'idée le côté de l'au-delà. On m'avait parlé de ce passage, ce tunnel qu'on passe lorsqu'on change de monde. Et c'est vrai qu'en le voyant, ça m'a paru assez évident. C'est un tableau relativement simple, techniquement, au niveau des éléments. C'est un tableau qui m'avait pas demandé pas apporté beaucoup de contrariété. Disons, ça avait été très coulé, parce que si on voit, il y a un personnage, il n'y a pas beaucoup de détails à l'intérieur. Pourtant, c'est un des tableaux qui a été le plus fort, qui a marqué le plus de gens. Pas toujours positivement, les gens m'ont trouvé macabre, morbide, d'illustrer un peu le passage de la mort, alors que je suis pas du tout. Je crois pas que je suis quelqu'un de morbide ni de macabre. Moi, j'aime beaucoup le rêve parce que je rêve, je me souviens très souvent de mes rêves. Vu que j'ai l'impression de travailler avec, je me sens un peu le vigneron des rêves. Donc, je travaille, j'en fais la récolte et puis j'essaye de l'exprimer. Et je me sens très à l'aise avec les rêves, donc j'ai très peu de rêves tourmentés, de cauchemars, tout comme ça. C'est toujours vraiment, j'ai l'impression de prendre un billet d'avion et puis me dire bon ben je vais aller voyager quel pays là. Et là je me retrouve vraiment en reporter avec un appareil de photo sur le ventre et puis à prendre plein de clichés de ce monde que je vais visiter.
ce que je fais là, c'est simplement une reproduction. C'est une reproduction d'un tableau original qui existe, qui existe maintenant, puisque je suis en train de le faire. J'y vais, je sais où il est, je sais comment il est, je sais plus ou moins où il faut poser le crayon, parce que je le suis. Il faut absolument que j'évite toute intervention intellectuelle sur ce tableau, parce que je vais me mettre à y réfléchir. Et puis si j'y réfléchis, ça va disparaître complètement. Donc j'ai appris à conserver cette image dans une espèce de formole mentale, là, à faire la gymnastique intellectuelle juste nécessaire à le conserver sans pouvoir le transcrire, continuer à le transcrire. Et à partir de là, il n'y a pas besoin de construction. C'est pas nécessaire, dans le sens où tout ce qui est pensé est juste en général. On a une appréhension, on se dit mais il faudra être concentré, il ne faut pas se louper, on a toujours ces choses qui nous habitent, hein, de la concentration. Mais on sait qu'on peut compter sur des gens qui sont disponibles au moment. C'est vrai qu'on les voit des fois après une répétition, ils ont pensé à autre chose, on aimerait qu'ils soient plus encore dans le tout, mais il y a cette capacité de se mobiliser quand il y a le concert, quand les choses se mettent en place, tout d'un coup, là, on monte de 2-3 crans, parce qu'il y a une mobilisation, on ne sait pas de quel ordre, hein, mais tout d'un coup, les gens sont vraiment là, et tout ce qu'on a semé, comme ça, de répétition en répétition, eh ben, on peut récolter les fruits, c'est des moments extraordinaires.
inviter ta mère.